Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un paradoxe assez saisissant. D'un côté, on a un Bitcoin qui a touché les 100 000 $ fin 2024, des milliards qui se déversent dans les ETF, des États même qui commencent à en accumuler, et de l'autre, le silence radio. L'enthousiasme du grand public semble complètement évaporé. L'attention, elle est ailleurs. On parle de Nvidia, d'OpenAI. D'ailleurs, factuellement, sur les 12 derniers mois, le Bitcoin n'a rien rapporté. La question qui ressort de tout ça, c'est est-ce que les cryptos sont en train de passer de révolution potentielle à une simple ligne dans un portefeuille? Un truc un peu ennuyeux, quoi. Notre mission aujourd'hui, c'est justement de décortiquer ce grand écart. On va tenter de comprendre si la phase la plus explosive est vraiment derrière nous. Et puis, voir quel est le véritable rôle des cryptos aujourd'hui et où se cache l'innovation, si ce n'est plus seulement dans le cours du Bitcoin. Alors, pour commencer, revenons au cœur de ce paradoxe. Wall Street est là, l'argent des institutions coule à flot, mais l'engouement populaire a disparu. Pourquoi est-ce que l'arrivée des adultes dans la pièce, comme on dit, a rendu le sujet si silencieux? C'est une excellente question et je pense que ça révèle un vrai changement de paradigme. Les phases d'adoption explosive qu'on a connues en 2017 ou 2021, celles qui étaient basées sur la hype, sur l'emballement médiatique où tout le monde voulait sa part du gâteau, à mon avis, ces phases sont très probablement derrière nous. C'est fini? L'époque où notre cousin nous expliquait comment acheter du Dogecoin au repas de Noël? Exactement. C'est terminé ça. On entre dans une phase bien plus mature, l'adoption devient plus linéaire, plus stable, plus réfléchie. La question, ce n'est plus est-ce que cette technologie va servir à quelque chose? Ça, c'est devenu une certitude. D'accord. La vraie question maintenant, c'est comment et à quel rythme est-ce qu'elle va s'intégrer? Et si le sujet ne fait plus la une du 20h, c'est parce que l'argent qui arrive n'est plus le même. C'est-à-dire? C'est de l'argent plus ennuyeux. On peut le dire comme ça, oui. C'est l'argent institutionnel qui arrive via les ETF. Ce n'est pas Madame Michu qui ouvre un compte sur une plateforme d'échange. Non, bien sûr. C'est un gestionnaire de fonds chez BlackRock qui alloue 0,5% de son portefeuille au Bitcoin. Et le résultat de ça, c'est que des millions de personnes ont maintenant du Bitcoin dans leurs assurances vie ou leur plan épargne. Mais en fait, elles l'ignorent complètement. Ah oui, c'est une exposition passive. Voilà. Elles ne le détiennent pas vraiment, elles n'ont jamais eu de portefeuille crypto, jamais interagi avec l'écosystème, elles ont acheté un produit financier, pas une technologie. Je comprends. Donc l'argent est là, mais il reste en surface. Et ça me fait penser à un des articles qu'on a sous les yeux qui pointe justement ce mur. Le mur de la complexité pour ceux qui voudraient aller plus loin. On a l'impression que rien n'a changé de ce côté-là. Non, absolument rien. Ça reste le frein principal, la responsabilité de gérer ses propres clés privées, le jargon qui peut sembler barbare. Staking, bridge, wallet. C'est ça, c'est tout un univers à découvrir. Et quand on parle de bridge, c'est littéralement un pont, c'est ça. Un pont numérique pour faire passer ses actifs d'une blockchain à une autre, avec tous les risques que ça implique. C'est exactement ça. Imaginez devoir passer par une sorte de bureau de change numérique un peu obscur pour transférer votre argent d'un compte en euros à un compte en dollars. Pour quelqu'un qui a l'habitude d'acheter une action en 3 clics, c'est un autre monde. C'est pour ça que la véritable adoption de masse, la vraie, elle se fera le jour où les gens utiliseront la blockchain sans même s'en rendre compte. Un peu comme on utilise Internet aujourd'hui sans se soucier du protocole TCP/IP qui est derrière. Précisément, le jour où votre passeport, par exemple, utilisera une signature numérique basée sur la blockchain pour une authentification inviolable, vous utiliserez la technologie, mais sans vous poser de questions. Et je pense que l'IA va accélérer ce besoin. Ah, intéressant. Comment ça? Avec la multiplication des deepfakes, des faux contenus, on va avoir un besoin criant de solutions pour certifier l'authenticité d'informations. Et pour ça, la blockchain est une réponse, quasi parfaite. D'accord. L'avenir serait donc une intégration invisible. Mais en attendant, pour l'investisseur qui nous écoute aujourd'hui, comment on aborde la chose? On se contente de cette fameuse ligne de diversification dans un portefeuille? Pour la grande majorité des gens, oui. C'est son rôle principal aujourd'hui. Mais il y a un piège à éviter, qui est très populaire en ce moment. C'est la quête du rendement à tout prix. Via le staking, par exemple. Oui, via le staking. Il faut vraiment disqualifier l'idée d'investir dans une crypto uniquement pour le rendement qu'elle promet. Pourquoi? Si un projet offre 20% de rendement, c'est quand même tentant, non? C'est très tentant, bien sûr, mais ça peut cacher une inflation massive.
Si on vous donne 20% de jetons en plus, mais que la valeur de chaque jeton baisse de 30% à cause de cette inflation, au final, vous avez perdu de l'argent. La meilleure analogie, je trouve, c'est celle de l'action à dividende. C'est-à-dire que on choisit d'abord une entreprise comme Apple parce qu'on croit en son potentiel, en ses produits, et le dividende, c'est un bonus. Ce n'est pas la raison principale de l'achat. C'est ça. C'est exactement la bonne façon de voir les choses. On doit d'abord être convaincu par le projet, sa technologie, son utilité. Et ensuite, seulement ensuite, on peut chercher à optimiser en allant chercher le rendement que le protocole propose. C'est un bonus, pas la thèse d'investissement. C'est très clair, mais ça m'amène à un autre point de friction. L'idée de la diversification, c'est d'avoir un actif qui ne réagit pas comme les autres. Or, quand je regarde les graphiques, j'ai l'impression de voir le jumeau du Nasdaq. Pourquoi se diversifier avec du Bitcoin s'il fait exactement la même chose que l'action Nvidia ? C'est la grande critique du moment et elle est tout à fait légitime. Mais cette corrélation, ce n'est pas une fatalité, c'est une phase. Le Bitcoin est un caméléon, il s'est déjà comporté comme de l'or, puis à l'inverse du dollar. Et en ce moment, oui, il se comporte comme une action tech à risque. La psychologie du marché le met dans cette case. Mais ça pourrait changer. Ça changera à nouveau, c'est certain. On a un exemple passé où il a montré un visage complètement différent. Oui, le plus frappant, c'est la crise du Covid en mars 2020. Dans la panique générale, les marchés s'effondrent et le Bitcoin est vendu comme n'importe quel actif risqué. Il a plongé, je crois qu'il est tombé à 3700 $. Il a été jeté avec l'eau du bain, en somme. Complètement. Et puis, quelques semaines plus tard, les banques centrales sortent, l'artillerie lourde, les fameuses planches à billets. Et là, le marché a une prise de conscience. Les investisseurs se disent « Mais attendez, un actif rare, décentralisé, qu'on ne peut pas imprimer, c'est exactement pour ça qu'il a été créé. » Et à partir de là, il s'est totalement décorrélé du reste et a entamé une hausse historique. Il y aura d'autres moments comme celui-ci. D'accord, cette histoire illustre bien le statut un peu unique du Bitcoin. Est-ce que ça veut dire que, finalement, il faut juste se concentrer sur lui et ignorer les milliers d'autres cryptos qui, pour beaucoup, ressemblent quand même à un grand casino ? Il faut en tout cas reconnaître qu'il est dans une catégorie à part. D'abord, sa robustesse. Aucune faille majeure depuis 2009. Ça tourne comme une horloge. Et puis sa rareté, bien sûr. Sa proposition de valeur fondamentale. On entend cet argument sur les 21 millions de bitcoins depuis des années. Justement, c'est un argument qu'on entend depuis 2015. Qu'est-ce qui a changé en 2025 pour que cette idée, qui était très théorique, devienne soudainement concrète pour un gestionnaire de fonds ? Ce qui a changé, c'est que la théorie est devenue une réalité comptable. Avec les ETF, les plus grands gestionnaires d'actifs du monde doivent en acheter pour leurs clients. Vous ajoutez à ça des pays qui commencent à en accumuler comme réserve, la demande devient institutionnelle, étatique. Et pendant ce temps, on estime que 20 à 25% des bitcoins sont perdus à jamais. Donc, vous avez une offre qui se raréfie mathématiquement face à une demande qui explose. Ce n'est plus un pari, c'est une dynamique de marché. Sa valorisation à long terme est presque inévitable. La seule question, c'est quand. Et au-delà de cet or numérique, est-ce qu'il y a de la place pour de la véritable innovation, pour des projets qui construisent vraiment de nouvelles choses ? Bien sûr, même s'il faut être lucide, une grande partie de l'écosystème reste très expérimentale. Il y a beaucoup de projets qui ne mèneront nulle part. Mais au milieu de tout ça, on voit émerger des choses absolument fascinantes. Vous avez un exemple en tête ? Un exemple récent qui bouscule tout, c'est une plateforme qui s'appelle Hyperliquid. C'est un service d'échange totalement décentralisé. Vous vous connectez avec votre portefeuille, sans donner votre nom, sans vérification d'identité, et vous pouvez parier à la hausse ou à la baisse sur des centaines d'actifs, y compris des actions comme Google, avec des effets de levier importants. C'est un simple algorithme contrôlé par personne qui est en train de prendre des parts de marché aux géants comme Binance parce qu'il est plus rapide et moins cher. Ça a l'air à la fois révolutionnaire et un peu effrayant, ce côté Far West. C'est exactement ça, et c'est là que la magie opère. Il y a quelques mois, j'ai dû utiliser cette plateforme par nécessité, pour une opération spécifique. Je l'ai trouvée en bidouillant, en explorant un peu. Quelques mois plus tard, le projet a lancé son propre jeton pour récompenser ses premiers utilisateurs. Je me suis réveillée un matin avec l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de dollars sur mon portefeuille. Pardon ? Attendez. Vous vous êtes réveillé avec l'équivalent d'un apport pour un appartement, juste pour avoir testé un outil. Ça paraît complètement dingue. C'est dingue. Mais ça illustre un point clé. Il fallait être là, au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas une stratégie d'investissement de ça. C'est presque une loterie pour les pionniers, non ? Vous avez raison, ce n'est pas une stratégie reproductible, mais ça montre que le potentiel de création de valeur s'est déplacé.
Il n'est plus seulement dans la spéculation sur le prix du Bitcoin, il est dans la participation à l'émergence de ces nouveaux services. C'est en mettant les mains dans la technologie qu'on découvre ces opportunités. L'histoire est folle. Et ça m'amène à la question de la prochaine décennie. Si le vrai potentiel n'est plus de faire x100 sur le Bitcoin, à quoi va ressembler l'écosystème dans 10 ans? Pour le Bitcoin, les gains exponentiels du début, c'est terminé. L'actif devient trop gros, trop liquide. Sa volatilité va continuer de baisser. L'objectif du million de dollars, il reste plausible. Mais c'est une perspective de long, très long terme. Dans 10 ans, le Bitcoin sera, je pense, fermement établi comme l'or numérique, l'actif de réserve de tout cet écosystème. Le roi restera sur son trône. Et les autres? À ses côtés, on aura quelques autres réseaux qui se seront imposés pour des usages très spécifiques. Peut-être un pour les paiements de tous les jours, un autre pour la finance décentralisée. Mais surtout, la technologie sera de plus en plus invisible, intégrée à notre quotidien. Quant au top 10 des cryptos, Bitcoin sera toujours numéro 1, Ethereum sera probablement encore là, mais sa place de numéro 2 n'est absolument pas garantie. La compétition est féroce. Et pendant que cet écosystème se bat en interne, les acteurs traditionnels, eux, ceux qui traitaient tout ça de poison à rats il y a quelques années, sont maintenant en train de faire la queue pour en avoir. C'est le grand basculement, oui. Les banques qui étaient les plus critiques développent aujourd'hui des offres en interne. Attendez-vous à pouvoir acheter des cryptos au guichet de votre banque d'ici 1 à 4 ans. Elles n'ont plus le choix, en fait. Elles n'ont pas le choix. Les banques en ligne le font déjà. Et au niveau des États, c'est la même logique. La proposition politique en France pour que l'État accumule du Bitcoin, ça peut sembler fou. Surtout quand on parle d'utiliser l'épargne du livret A, ce qui est, c'est totalement irréaliste. Absolument, cette partie-là est absurde. Mais l'idée de fond, celle qu'un État diversifie une infime partie de ses réserves à côté de l'or dans cet actif numérique souverain, c'est une évidence qui finira par s'imposer partout. Donc, si je résume ce qu'on a tiré de tout ça, le message c'est 1. Fini le casino, fini l'époque des gains stratosphériques pour tout le monde, on entre dans une phase plus sérieuse, plus institutionnelle, plus lente. Le potentiel se cache moins dans la spéculation pure et plus dans la construction et l'utilisation de la technologie. C'est exactement ça. Et pour donner peut-être une dernière piste de réflexion qui va un peu plus loin que le bidouillage, il y a une autre approche qui se situe à la frontière entre le monde traditionnel et cette innovation. Il s'agit de s'intéresser aux entreprises cotées en bourse dont le métier est 100% lié aux cryptos. Comme des plateformes d'échange ou des entreprises de minage, ce genre de choses? Précisément. La logique est la suivante. Ces entreprises vivent les mêmes cycles que le marché crypto, mais de manière amplifiée. En période d'euphorie, elles sont souvent survalorisées, mais en période de morosité, comme celle qu'on traverse, elles sont injustement massacrées en bourse. Elles se retrouvent très sous-valorisées. Pour un investisseur qui comprend ces cycles, ça crée une opportunité d'arbitrage fascinante. C'est une façon d'appliquer une stratégie d'investissement quasi traditionnelle à un secteur qui est tout sauf traditionnel. La nouvelle frontière, elle est peut-être là.